12 habitudes quotidiennes qui vous rendent beaucoup plus intelligent. Stoïcisme. Tu penses trop. Pas parce que tu es fragile, ni parce que tu es perdu, mais parce que ton esprit est saturé. Tu sautes d'une pensée à l'autre, d'une tâche à l'autre, d'un doute à un autre, et tu sens bien que quelque chose ne tourne plus rond. Ce n'est pas un grand drame, c'est plus insidieux, une lente fatigue de l'esprit. Alors tu cherches des réponses. Et aujourd'hui, tu tombes sur cette vidéo. Elle va t'offrir 12 habitudes quotidiennes, pas pour t'occuper l'esprit, mais pour l'élever. 12 gestes simples pour devenir plus intelligent. Vraiment. Tu n'arrives plus à faire le tri. Tu passes d'un sujet à l'autre, d'un écran à l'autre, et tu ne sais même plus ce que tu cherchais au départ. Ce n'est pas que tu manques de volonté, c'est que tu te fatigues à essayer de tout porter à la fois. Ton esprit est devenu un couloir sans porte, où chaque pensée pousse l'autre, sans jamais s'arrêter. Et même lorsque tu poses enfin ton téléphone, le silence te fait peur, comme s'il allait te montrer ce que tu as évité de voir. Cette confusion n'est pas une crise, c'est une lente dispersion, une perte invisible de ton axe intérieur. Ce que tu vis, beaucoup le ressentent. Une forme d'essoufflement cognitif. Tu veux être plus clair, plus intelligent, plus centré, mais tu ne sais pas comment t'y prendre sans rajouter encore une méthode, encore une règle, encore un effort. Et c'est là souvent que tu abandonnes. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu n'as jamais été initié à un autre rapport à l'intelligence. Un rapport doux, ancré, incarné. C'est pour cela que tu dois rester ici, jusqu'au bout. Car si tu quittes maintenant, tu risques de passer à côté d'un retournement intérieur discret mais profond. Pas une solution miracle, pas une vérité à retenir, mais une autre manière d'habiter ton esprit, d'apprendre à vivre avec une clarté qui ne dépend pas de ton humeur ni des circonstances. Une manière d'affiner ton regard, sans te durcir, de penser juste, sans te perdre. Alors, reste, parce que ce qui vient ensuite n'est pas un contenu à consommer, mais une possibilité à incarner. Et si tu es là, vraiment là, écris simplement en commentaire « Je choisis de devenir plus intelligent ». C'est simple. Mais c'est déjà un pas vers toi-même. Et si tu veux que ce message touche plus loin que toi, abonne-toi pour ne pas perdre le fil. Laisse un like si l'élan t'y pousse. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu sens à bout ou simplement en désordre. Et si quelque chose t'a parlé, écris-le dans les commentaires. Chaque mot compte. Et tu n'es pas seul. Bienvenue sur notre chaîne, les méditations stoïciennes. Commençons par la première habitude, te lever avant tes pensées. Il y a une frontière, fine comme un souffle, entre le sommeil et l'éveil, juste avant que tes pensées n'arrivent, juste avant que ton mental ne reprenne ses rênes. Ce moment-là, tu le connais, mais tu le perds. Parce que dès que tu ouvres les yeux, le monde te saute dessus. Et tu oublies que tu avais, dans ce bref instant, une chance, celle de choisir comment commencer la journée, et non de la subir. Épictète disait « Dès l'aube, souviens-toi que tu es un être humain, et non une fonction. » Cette phrase, si tu l'entends au réveil, peut tout changer. Car se lever avant ses pensées, ce n'est pas faire quelque chose de spectaculaire. C'est simplement s'asseoir, respirer, et garder les yeux fermés encore un instant. Non pas pour s'échapper du jour, mais pour lui faire face, les deux pieds posés dans soi. Ce que tu ressens quand tu te lèves sans ce moment d'ancrage, c'est un décalage, un bruit interne, une impression de courir après toi-même toute la journée. Tu te demandes pourquoi tu es agité, mais c'est souvent parce que tu n'as pas commencé dans ton axe. Tu as commencé dans le bruit. Alors essaie. Demain, ouvre les yeux, mais ne bouge pas. Laisse venir une seule pensée. Comment veux-tu penser aujourd'hui? C'est tout. Ne cherche pas la bonne réponse. Pose juste la question et ressens ce qui se dégage. Tu verras que ton corps sait avant ton esprit. Cléante disait « Celui qui précède ses pensées gouverne ses émotions. » C'est une gymnastique douce, une lente conquête de ton matin. Chaque jour où tu sautes ce moment, tu entames ta journée à découvert. Tu avances sans armure, vulnérable à ce qui n'a pas encore eu lieu. En t'offrant ce premier silence, tu te réappropries le fil de ta vie. Ce n'est pas long, 1 minute, 2.
mais elles n'ont pas de prix parce qu'elles sont à toi. Complètement, sans écran, sans objectif, sans justification, juste un souffle lucide entre toi et le monde. Commencer ta journée sans être déjà emporté par elle, c'est la première preuve d'intelligence. Une intelligence simple, invisible, mais fondatrice. Celle qui ne veut pas avoir raison, mais qui veut être là. Passons maintenant à la deuxième habitude. Marcher sans ton téléphone. Tu ne marches plus, tu te déplaces. D'un point A à un point B, écran à la main, les yeux dans la paume. Ce n'est plus un mouvement, c'est un saut permanent au-dessus du présent. Tu avances, mais ton esprit reste ailleurs, prisonnier d'un fil invisible qui tire sur ton attention à chaque pas. Zénon disait « Le chemin est aussi important que le lieu ». Tu l'as oublié, parce que ton téléphone est devenu une extension de ta main, un miroir dans lequel tu regardes tout sauf toi. Et marcher aujourd'hui, c'est devenu une tâche à remplir, un intervalle à meubler, un moment à occuper, plutôt qu'un espace à habiter. Regarde-toi marcher avec ton téléphone. Ton souffle est plus court, ta nuque penchée, ton regard fuyant. Tu ne sens ni ton corps, ni le sol, ni la lumière. C'est une rupture douce, mais persistante. Tu marches, mais tu n'es pas là, et personne ne peut s'y tenir à ta place. Cette absence, tu la portes sans la voir. Elle ronge doucement ta présence au monde. Essaie. La prochaine fois, garde ton téléphone dans ta poche et marche sans rien faire d'autre que marcher. Pas besoin d'aller loin, ni vite. Juste être là. Sens la texture de l'air, le rythme de ta respiration, le monde qui vit sans toi. Tu verras, ce n'est pas vide, c'est plein. Musonius Rufus enseignait « Ce n'est pas le savoir qui libère l'homme, mais l'attention qu'il accorde à ses gestes. Marcher sans ton téléphone, ce n'est pas une détox, c'est une reconquête, celle de ton regard, de ta lenteur, de ta capacité à voir sans vouloir tout de suite comprendre. Au début, tu auras l'impression de perdre quelque chose. Tu regarderas ta main vide, comme si elle devait faire quelque chose. Et puis, petit à petit, tu verras, tu n'as rien perdu. Tu t'es juste reconnecté. À toi, au sol, à l'instant. Et cette marche-là, même brève, est un acte d'intelligence. Car marcher sans ton téléphone, c'est rappeler à ton esprit qu'il n'est pas un outil, qu'il a le droit de ne penser à rien, de sentir, de ralentir, de revenir. C'est un silence qui ne coûte rien mais qui te rend tout. Continuons avec la troisième habitude. Relire ta journée avant de dormir. Tu termines tes journées comme on ferme un onglet, sans y penser. Tu poses ton téléphone, tu éteins la lumière et tu espères que le sommeil fera le tri à ta place. Mais l'esprit, lui, reste ouvert. Il tourne, il rumine, il assemble, désassemble, reprend là où tu as laissé. Et parfois, il étouffe dans ce désordre silencieux. Épictète enseignait « Le sommeil n'est reposant que pour celui qui s'est d'abord observé ». Tu crois que tu es fatigué de la journée, mais souvent tu es simplement fatigué de ne pas l'avoir digéré, de n'avoir pris aucun moment pour t'asseoir face à toi, non pas pour juger, mais pour relire. Relire ta journée, ce n'est pas faire un bilan, c'est regarder doucement les traces que tu as laissées, une phrase, une réaction, une omission. Te demander « À quoi ai-je dit oui aujourd'hui ?» sans vraiment le vouloir. Où étais-je vraiment présent? Où ai-je fui? Ce ne sont pas des reproches, ce sont des clés. Le soir, dans l'obscurité, il n'y a plus rien à prouver. Tu n'es plus en représentation, tu es nu avec toi-même. Et cette nudité-là est précieuse. C'est elle qui rend possible une forme d'intelligence rare, celle qui apprend sans se punir, qui voit sans condamner. Ce que tu refuses de relire, tu le portes sans le savoir. Cléante écrivait « La sagesse se mesure à ce que l'on est capable de se dire à soi-même, le soir venu. » Cette phrase peut te suivre toute une vie, parce qu'elle te rend responsable de ton propre regard. Et c'est là que la transformation commence. Non quand tu changes ton comportement, mais quand tu changes la façon dont tu te regardes vivre. Alors, avant de t'endormir, reste encore un instant. Pas longtemps. 3 questions suffisent. Pas pour résoudre, mais pour éclairer, parce que la journée ne t'appartient vraiment que si tu l'as habitée. Et relire ta journée, c'est fermer doucement une porte,
C'est dire « j'étais là ». Pas parfait, mais présent. Et cette présence, même discrète, rend la nuit plus claire. Voici la 4e habitude. Ne pas répondre tout de suite. Il y a des mots qui t'irritent, des regards qui t'atteignent, des messages qui provoquent en toi une réponse immédiate. Tu le sens. Quelque chose monte, réagit, s'impatiente. Et parfois, avant même d'y penser, c'est déjà trop tard. Tu as parlé, tu as cliqué, tu as répondu. Non pas depuis ton centre, mais depuis ta blessure. Zénon enseignait « Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas ce qu'on lui dit, mais la vitesse à laquelle il répond. » Tu crois que ton intelligence est dans ta réactivité, mais souvent, elle se trouve justement dans ce que tu n'as pas encore dit, ce que tu retiens, ce que tu laisses en suspens. Parce que dans ce court silence, il y a du discernement. Et dans le discernement, de la liberté. Tu n'as pas besoin d'être toujours prêt, ni toujours clair. Tu peux simplement respirer, te taire, regarder ce que cette émotion fait en toi, et choisir de ne pas réagir tout de suite. Ce n'est pas une fuite, c'est une présence prolongée, une manière d'habiter ton corps avant de te lancer dans la parole. Ce que tu gagnes à ne pas répondre tout de suite, c'est un espace. Et cet espace, c'est là où l'intelligence respire, là où l'impulsion se décante, là où tu n'as plus besoin d'avoir raison, là où tu peux choisir de ne rien dire ou de dire autrement. Chaque mot lancé trop vite te coûte un peu de paix. Et parfois, cette paix vaut plus qu'une réponse. Musonius Rufus écrivait « Il n'est pas sage celui qui dit ce qu'il pense, mais celui qui pense ce qu'il dit ». Tu peux t'appuyer sur cette phrase comme sur une pierre intérieure. Elle ne te demande pas de te retenir. Elle te propose simplement de retarder le moment où tu passes à l'acte, juste assez pour ne pas être entraîné par ta propre ombre. Il ne s'agit pas de devenir distant, ou froid, ou contrôlé. Il s'agit de devenir libre. Libre de ne pas être esclave de ce qu'on t'envoie. Libre d'être un seuil, pas un miroir. Parce que parfois, l'intelligence ne tient qu'à un souffle, celui que tu prends au lieu de répondre. Et ce souffle-là, ce simple délai, peut transformer un conflit en dialogue, une blessure en lucidité, une journée bancale en instant retrouvé. Regardons maintenant la 5e habitude. Répéter intérieurement ce qui dépend de toi. Tu entres dans ta journée comme dans une arène. Chaque matin, des choses t'attendent, des demandes, des imprévus, des regards, des tensions. Et tu veux bien faire, tu veux tout gérer, tout anticiper, tout porter. Mais en réalité, tu ne contrôles presque rien. Et c'est là que l'angoisse commence, quand tu crois que tu devrais pouvoir tout tenir. Zénon disait « Le malheur naît de l'oubli de la frontière. Cette frontière, c'est celle entre ce qui dépend de toi et tout le reste. Et comme elle est invisible, tu la franchis sans le savoir, 100 fois par jour. Tu essayes de convaincre quelqu'un qui n'écoute pas. Tu t'inquiètes de ce que tu ne peux plus changer. Tu veux contrôler l'image que les autres ont de toi. Et tu t'épuises. Quand tu oublies ce qui dépend de toi, tu deviens l'otage de tout. Répéter intérieurement ce qui dépend de toi, ce n'est pas fuir la réalité. C'est installer en toi. C'est poser une ancre. Une phrase simple, comme un rappel, comme une corde. Je ne peux pas tout, mais je peux choisir ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Ce n'est pas une excuse, c'est un recentrage. Ce que cette répétition intérieure te donne, c'est une forme de paix active. Tu n'es pas indifférent, tu es lucide. Tu fais ce que tu peux, vraiment, et tu laisses le reste. Pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu ne veux plus t'enliser dans ce qui t'échappe. Cléante écrivait « Celui qui ne se répète rien est condamné à subir tout ». Cette phrase est rude, mais vraie, car si tu ne te rappelles pas, le monde te le rappellera à sa manière, brutale, floue, confuse. Alors choisis tes mots, choisis ta phrase et répète-la, non pas pour te convaincre, mais pour te rassembler. Ce n'est pas un mantra vide, c'est une discipline invisible, un art intérieur, un mur doux contre lequel tu peux t'appuyer, parce que dans le tumulte, tu n'auras pas toujours de réponse, mais tu auras toujours cette phrase, et elle tiendra. Et parfois, dans les pires moments, ce simple geste mental, te redire doucement ce qui dépend de toi, suffit à éviter l'effondrement. Abordons la 6e habitude, lire lentement comme on respire. Tu lis trop vite, pas parce que tu es pressé, mais parce que tu es déjà ailleurs.
Tu veux comprendre sans t'arrêter, accumuler sans absorber, tourner la page avant même de l'avoir goûtée. Et parfois, sans t'en rendre compte, tu lis pour fuir, pour oublier ce que ton propre silence aurait à te dire. Musonius Rufus disait « Lire, c'est nourrir l'âme, mais une âme trop pressée ne digère rien. Lire lentement, ce n'est pas lire moins. C'est lire autrement. C'est ralentir pour faire place, pour que chaque mot ait un poids, une résonance, pour que le texte devienne un miroir et non un flux. Tu finis le livre, mais tu n'as rien emporté. Quand tu lis vite, tu confirmes ce que tu sais déjà. Mais quand tu lis lentement, quelque chose résiste. Une phrase t'arrête, une idée t'interpelle. Tu ne passes plus à côté, tu rencontres. Et parfois, dans cette rencontre, une mue commence. Ce n'est pas une question d'intellect, mais de posture intérieure. Lire lentement, c'est comme marcher pieds nus sur une terre inconnue. Tu sens mieux. Tu ne cours plus. Tu écoutes. Et ton esprit, au lieu de s'enfuir, s'ouvre, s'étire, s'élargit. Ce que tu lis entre alors en toi comme une graine, pas comme un bruit. Zénon écrivait « Le sage lit comme il écoute, sans hâte, sans défense ». Cette phrase est un rappel. Lire lentement, c'est aussi désarmer ses certitudes. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une forme d'intelligence rare, celle qui se laisse transformer au lieu de vouloir toujours avoir raison. Essaie. Prends un passage que tu connais déjà et lis-le comme si c'était la première fois, sans survoler, sans chercher à finir. Relis la même phrase 2, 3 fois, sans culpabilité. Laisse-la te travailler, parce que lire lentement, c'est parfois s'écrire soi-même, en creux. Et dans ce silence qu'il te reste, une lumière douce prend place. Lire vite remplit l'esprit, lire lentement l'éclaire. Passons à la 7e habitude. Le ciel comme rappel quotidien. Tu passes tes journées sous un plafond, de verre, de béton, de notifications. Tu regardes devant toi, vers ton écran, ton agenda, ton reflet, mais rarement au-dessus. Et sans t'en rendre compte, tu oublies que tu fais partie de quelque chose de plus vaste. Tu oublies de lever les yeux. Et à force, tu te ratatines à l'intérieur de toi. Épictète disait « Rappelle-toi chaque jour que tu n'es ni le centre du monde, ni son esclave. Le ciel est là au-dessus de toi tout le temps. Il ne t'interrompt jamais. Il ne demande rien. Mais si tu le regardes, vraiment, il te rappelle l'essentiel, ta place, ta petitesse, ta liberté et ton droit à l'immensité. À force de ne plus lever les yeux, tu finis par oublier que tu es libre. Le ciel ne parle pas. Il ne juge pas. Il ne propose rien. Il est là, immense, silencieux, présent. Et ce silence-là peut devenir un refuge, ou mieux, un miroir. Parce que quand tu regardes le ciel, tu regardes aussi l'espace entre tes pensées. Tu quittes les détails pour revenir au vaste. Cléante disait « L'âme a besoin d'horizon, comme le corps a besoin de souffle. » Il n'y a pas de lucidité sans distance, et parfois, dans une journée saturée, il suffit de ce geste, lever les yeux, pour reprendre contact avec ton axe. Tu n'as rien compris de plus, mais tu respires autrement. Essaie, le matin, en sortant, ou juste avant de t'endormir. Laisse ton regard s'éloigner de toi. Laisse le ciel faire ce qu'il fait toujours, t'apaiser sans effort. Il est vaste mais proche, loin mais familier. Il ne te demande rien. Et c'est pour cela qu'il t'offre tant. Le ciel, chaque jour, peut devenir ton rappel muet, ton antidote contre le repli, ta verticale intérieure. Il n'a pas besoin de mots. C'est sa constance qui t'enseigne. Le ciel ne change pas. C'est toi qui y reviens chaque fois un peu plus vrai. Et parfois, entre deux pensées trop étroites, une seule respiration face au ciel suffit à réélargir ton monde. Explorons la 8e habitude. Accepter l'ennui comme un entraînement de l'âme. L'ennui t'effraie. Dès qu'il approche, tu le couvres. Tu sors ton téléphone, tu te lèves, tu occupes. Il ne faut pas qu'il s'installe. Parce qu'au fond, tu crains ce qu'il contient. Du vide, du silence, une impression d'inutilité. Tu sens comme une faille, une inquiétude sourde. Tu ne sais pas quoi faire de toi-même. Zénon disait « Le cœur se révèle dans l'espace que l'on refuse. » Et l'ennui est précisément cela, un espace que tu refuses d'habiter.
Mais si tu restes, si tu ne réagis pas, quelque chose apparaît. Lentement. L'ennui cesse d'être un gouffre, il devient un seuil, un sas entre le faire et l'être. Tu n'as pas besoin de lutter contre l'ennui, tu peux simplement le traverser, non pas pour en sortir plus productif, mais pour en ressortir plus vrai. Car l'ennui, parfois, n'est rien d'autre qu'un appel, un rappel que tu n'es pas une machine, que tu n'es pas là pour produire, juste pour être. Musonius Rufus écrivait « Ceux qui ne supportent pas l'ennui ne supportent pas leur propre compagnie. » C'est dur, mais juste. Et si tu acceptes cette solitude un peu creuse, quelque chose se décante. Une idée émerge. Un souvenir revient. Une respiration s'allonge. Tu ne fais rien, mais tu t'alignes. Ce que tu prends pour de l'inertie est parfois le seuil d'une idée neuve. Il n'y a pas d'entraînement stoïcien sans familiarité avec le vide, car c'est dans ce vide que naît la vigilance, l'écoute, la force de recul. Quand tu apprivoises l'ennui, tu apprends à exister sans dépendre. Tu redeviens le centre. Non par force, mais par présence. Essaie. Laisse passer les premières minutes d'agacement. Ne comble pas. Ne bouge pas. Laisse l'ennui t'enseigner ce que le monde a trop de bruit pour te dire. Et tu verras, il n'est pas vide. Il est plein de toi. Et parfois, ce que tu appelles ennui n'est que le début d'une paix. Allons vers la 9e habitude. Dire non sans colère. Tu dis oui trop souvent. Pour ne pas blesser, pour ne pas perdre, pour ne pas déplaire. Et parfois, tu dis oui contre toi. Un oui qui serre le ventre, qui dérange ton sommeil, qui te fait regretter après coup. Ce n'est pas un vrai oui, c'est un évitement. Et chaque fois que tu t'oublies, quelque chose en toi se rétracte, et chaque oui forcé t'éloigne un peu plus de toi-même. Épictète écrivait « Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas ce qu'il accepte, mais ce qu'il accepte sans accord intérieur. » Refuser dans ce monde passe souvent pour de la dureté. Mais il y a une manière de dire non sans violence. Un non calme. Network profond. Qui ne juge pas mais qui te respecte. Dire non sans colère, c'est poser une limite sans hausser le ton. C'est rester digne sans devenir dur. C'est faire passer ton intégrité avant ton image. Et ça ne s'improvise pas. C'est une habitude qui s'apprend dans l'inconfort. Car dire non, c'est s'exposer, s'expliquer et parfois perdre. Cléante disait « La vraie force n'est pas dans la colère, mais dans la clarté. » Tu peux refuser sans fuir. Tu peux dire non sans te fermer. Tu n'as pas à devenir froid ou indifférent. Tu peux simplement devenir juste. Ce non-là, s'il est prononcé avec paix, n'humilie pas. Il libère. Essaie. Commence petit. Quand tu sens que tu vas céder par habitude, retiens-toi une seconde. Respire. Demande-toi, est-ce que je suis en accord avec ce oui? Si la réponse est non, alors offre-toi cette vérité. Même si elle tremble un peu, elle grandira avec toi. C'est une intelligence qui ne cherche plus à convaincre mais à rester vraie. Refuser n'est pas rejeter, c'est choisir. Et choisir, c'est aussi protéger ce qui fait ta paix. Ta paix n'est pas négociable. Elle ne crie pas, mais elle trace. Et ce trait, même discret, peut transformer une relation. Et parfois, un seul non bien dit suffit à faire naître une nouvelle manière d'exister. Explorons à présent la 10e habitude. Se rappeler la mort sans peur. Tu préfères ne pas y penser. La mort, tu la repousses. Elle te semble lointaine, abstraite, étrangère. Tu vis comme si elle n'existait pas. Et pourtant, elle est là, partout, silencieuse, patiente. Et tant que tu refuses de la regarder, quelque chose en toi reste crispé, comme si vivre intensément dépendait du fait de ne surtout pas y penser. Musonius Rufus disait « Ne pas penser à la mort, c'est vivre à moitié. » Ce n'est pas morbide, ce n'est pas funèbre, c'est simplement lucide. Te rappeler la mort, ce n'est pas t'angoisser, c'est t'éveiller, c'est comprendre que chaque instant compte, non parce qu'il est dramatique, mais parce qu'il est fragile. Et à force de ne pas y penser, tu vis vite, trop vite, comme si tout devait être rempli, comblé, prouvé. Quand tu vis sans cette conscience, tu t'égares, tu repousses les mots importants, tu tardes à aimer. Tu gaspilles des journées entières en te promettant un demain. Mais quand tu te rappelles que ce corps finira, que ce souffle est compté, tu reviens, tu simplifies, tu remercies, sans forcer.
Épictète écrivait « Tu veux vivre longtemps? Alors vis court mais plein. La mort te remet à la bonne échelle. Elle t'humilie doucement. Elle t'arrache aux futilités. Non pas pour te faire peur, mais pour t'apprendre à ne pas perdre ce qui t'est donné. Il ne s'agit pas de te répéter « je vais mourir » pour te punir, mais pour t'élever, pour te défaire du superflu, pour ne pas ajourner l'essentiel. Il y a des phrases que tu veux dire. Dis-les. Il y a des pas que tu veux faire. Avance. Loin du bruit, la conscience de la mort rend les gestes simples, urgents et beaux. La mort, bien pensée, devient une boussole. Elle t'aide à discerner. Essaie, le matin, le soir, ou quand ton esprit se perd dans des colères inutiles. Ramène-toi doucement à cette pensée. Je suis mortel, et observe ce que ça libère. Moins de besoin d'avoir raison, moins de peur du regard des autres, plus de calme. Et parfois, se rappeler la mort, c'est simplement redevenir vivant. La 11e habitude. La question qui désarme le jugement. Tu juges sans t'en rendre compte. Un regard, un mot, une attitude, et déjà, en toi, quelque chose se ferme. Tu étiquettes, tu compares, tu conclus. Et chaque fois que tu fais ça, tu crois comprendre, mais en réalité, tu t'éloignes. De l'autre et de toi-même. Le jugement est une clôture. Épictète disait « Avant de juger, demande-toi si tu es libre. » Parce que le jugement n'est pas neutre. Il te piège. Il donne l'illusion de savoir, mais il t'enferme dans des réflexes. Tu crois que tu réagis à la réalité, mais souvent tu ne fais que répéter une vieille peur, un vieux schéma. Tu crois te protéger, mais en réalité, tu t'endurcis. Alors cette habitude, elle commence par une seule question. Toute simple, toute nue. Qu'est-ce que je ne vois pas? Elle n'efface pas ton jugement. Elle ne l'écrase pas. Elle le suspend. Elle crée un espace. Et dans cet espace, tu peux commencer à voir autrement. Cléante disait « L'homme sage ne croit pas ce que son émotion lui murmure. » Cette question est une porte. Elle t'aide à sortir de toi. Elle t'invite à faire place, à imaginer ce que l'autre traverse, ou à reconnaître que tu ignores. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une lucidité tendre. Essaie. La prochaine fois que tu sens ton jugement se lever, sur un proche, un inconnu, ou même sur toi, ne le combats pas. Juste, demande-toi doucement. Qu'est-ce que je ne vois pas? Et attends. Il y a souvent plus à découvrir que tu ne le crois. C'est une habitude qui affine ton regard, qui transforme ton instinct en discernement. Parce qu'en désarmant ton jugement, tu ne fais pas que mieux comprendre les autres. Tu t'ouvres à une intelligence plus vaste, plus fine, une manière d'exister sans déformer, de rencontrer sans réduire. Et parfois, cette seule question suffit à faire tomber une barrière intérieure. Et enfin, la 12e habitude, choisir le silence plutôt que l'orgueil. Tu as souvent envie de répondre, corriger, justifier, montrer que tu sais, que tu vois, que tu comprends. Tu veux que ce soit dit, que ce soit clair, que l'autre sache. Et derrière ce besoin, il y a parfois de la peur. Une peur de passer pour moins, une peur de perdre la face, ou simplement une forme d'orgueil discret. Zénon écrivait « Celui qui se contient apprend à gouverner ce qui l'échappe. » Tu crois que le silence est une faiblesse, mais parfois c'est le seul vrai signe de force. Le silence n'est pas la fuite, c'est la retenue. Ce moment où tu pourrais parler, mais où tu choisis de rester grand. Ce mot que tu t'apprêtes à lancer, c'est parfois un cri de ton ego qui refuse d'être ignoré. Tu n'as pas toujours besoin d'avoir raison. Tu n'as pas toujours besoin d'être entendu. Ce que tu gagnes à te taire, parfois, c'est bien plus précieux que ce que tu gagnerais à t'exprimer. Tu gagnes ton calme. Tu gagnes ta tenue. Tu gagnes ton axe. Épictète disait « Le silence du sage n'est jamais vide. Il contient la paix de 1000 mots qu'il n'a pas dit. » Le monde est plein de réponses rapides, d'avis tranchés, d'invectives instantanées. Et si tu choisissais d'être un contrepoids, une présence qui n'a pas besoin de bruit pour exister? Essaie. La prochaine fois que tu sens monter cette envie de t'imposer, retiens-toi un instant. Respire. Demande-toi, est-ce vraiment utile? Est-ce encore l'orgueil qui parle? Et si oui, alors offre-toi ce silence, ce recul, cette élégance, car se taire, ce n'est pas s'effacer. C'est écouter ce qui en toi est déjà clair avant même d'être dit,
Parce que se taire, parfois, ce n'est pas s'éteindre. C'est refuser de gaspiller ton énergie pour des choses qui ne la méritent pas. C'est choisir ton intelligence plutôt que ton image. Et parfois, choisir le silence, c'est la forme la plus haute de clarté. Tu as marché avec toi lentement, à travers ces 12 habitudes. Tu ne t'es pas amélioré, tu ne t'es pas transformé, tu t'es retrouvé. Un peu plus, un peu mieux. Dans les silences, dans les refus, dans les lenteurs. Tu as aperçu cette autre forme d'intelligence, une intelligence qui ne brille pas mais qui éclaire, qui ne domine pas mais qui s'aligne. Il n'y a rien ici à maîtriser, rien à réussir, juste des gestes à refaire, des questions à se poser, des respirations à prolonger. La sagesse stoïcienne ne cherche pas l'efficacité, mais la justesse. Elle ne promet pas un avenir brillant, elle t'offre un présent habitable. Ces habitudes ne sont pas des techniques, ce sont des seuils d'attention, d'intégrité, de lucidité. Elles ne te rendront pas supérieur, elles te rendront disponible, à toi, aux autres, à la vie. Une vie plus pleine, plus droite, plus douce. Tu n'as pas besoin de tout retenir. Mais si une seule habitude t'a touché, alors garde-la. Protège-la, refais-la. L'intelligence véritable ne s'impose pas. Elle infuse. Elle sème des graines dans le quotidien et pousse lentement, sans bruit, dans les replis de ton être. Laisse en commentaire. Je choisis ce qui m'aligne. C'est simple, c'est discret. Et tu y reviendras, peut-être dans une semaine, peut-être dans un an. Si cette voix t'inspire, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes. Laisse un like pour soutenir cette forme de parole et partage cette vidéo avec une personne qui a besoin de ralentir, d'habiter, de se rappeler. Parce que parfois, une seule habitude peut t'aider à redevenir toi. Tu as marché avec toi lentement à travers ces 12 habitudes. Tu ne t'es pas amélioré, tu ne t'es pas transformé, tu t'es retrouvé. Un peu plus, un peu mieux. Dans les silences, dans les refus, dans les lenteurs, tu as aperçu cette autre forme d'intelligence, une intelligence qui ne brille pas mais qui éclaire, qui ne domine pas, mais qui s'aligne. Il n'y a rien ici à maîtriser, rien à réussir, juste des gestes à refaire, des questions à se poser, des respirations à prolonger. La sagesse stoïcienne ne cherche pas l'efficacité, mais la justesse. Elle ne promet pas un avenir brillant. Elle t'offre un présent habitable. Ces habitudes ne sont pas des techniques, ce sont des seuils d'attention, d'intégrité, de lucidité. Elles ne te rendront pas supérieur, elles te rendront disponible, à toi, aux autres, à la vie, une vie plus pleine, plus droite, plus douce. Tu n'as pas besoin de tout retenir. Mais si une seule habitude t'a touché, alors garde-la, protège-la, refais-la. L'intelligence véritable ne s'impose pas. Elle infuse, elle sème des graines dans le quotidien et pousse lentement, sans bruit, dans les replis de ton être. Laisse en commentaire « J'apprends à devenir plus intelligent ». C'est simple, c'est discret, et tu y reviendras, peut-être dans une semaine, peut-être dans un an. Si cette voix t'inspire, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes, laisse un like pour soutenir cette forme de parole et partage cette vidéo avec une personne qui a besoin de ralentir, d'habiter, de se rappeler. Parce que parfois, une seule habitude peut t'aider à redevenir toi.